Dossier 2, page 26. Activité 1 à 5. Alors ça, intérêt de belle-mère à part, que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble. Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. Là... Mais encore. À vous en parler franchement, je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette. Sa taille est assez gauche, sa beauté très médiocre et son esprit est plus commun. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Tu lui disais tantôt, pourtant... Ah, je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle. Moi? Pas du tout. J'en suis fâché. Car cela rompt une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait, en la voyant ici, réflexion sur mon âge. Et j'ai songé qu'on pourra trouver hardir de me voir marié à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessin, et comme je l'ai fait demander que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donné, sans la version que tu témoignes. À moi? À toi. En mariage? En mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas forte à mon goût, mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser, si vous voulez. Moi, je suis plus raisonnable que tu ne penses, je ne veux point forcer ton inclination. Pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite. Et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire, et ce sont des suites fâcheuses où je n'ai garde de me commettre. Si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais, cela n'étant pas, je suis vraiment premier dessein. Et je l'épouserai moi-même. Eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur. Il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis un jour que je la vis dans une promenade, que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme, et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Lui avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois? Assez pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien, mais sans savoir qui j'étais. Et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Et lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser? Sans doute, et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Oui, fort civilement. Et la fille correspond-elle fort à votre amour? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Et voilà justement ce que je demandais. Orsu, mon fils, savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans paix avec celle qu'on vous destine. Oui, mon père, c'est ainsi que vous me jouez. Eh bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne, qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête, et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours, peut-être, qui combattront pour moi. Comment, Pandar, tu as l'audace d'aller sur mes brisées? C'est vous qui allez sur les miennes, et je suis le premier en date. Ne suis-je pas ton père, et ne me dois-tu pas respect? Ce ne sont point ici des choses où les enfants soient obligés de déférer au père, et l'amour ne connaît personne. Je ferais bien me connaître avec de bons coups de bâton. Toutes vos menaces ne feront rien. Tu renonceras à Marianne. Pas du tout. Donnez-moi un bâton tout à l'heure. Dossier 2, page 27. Activités 10 et 11. Je viens d'une famille très unie, avec un esprit d'attachement quasi religieux aux parents. J'ai été éduqué dans le sens d'un respect fabuleux des géniteurs, une famille, mais en même temps, donc j'ai appris quand même à mettre des limites, mais je reste dans cet esprit de cultiver le lien. J'essaie un peu de transmettre ça à mes enfants, comme moi je l'ai eu de mes parents, et je me rends compte que ce n'est pas facile, parce que mes enfants qui sont nés en France, qui vivent maintenant au Maroc, mais qui sont plus français que marocains,
Bien sûr qu'ils aiment leurs parents, et tout, mais c'est une autre époque. Vous aviez hérité quoi? Vous aviez amené quoi de votre famille avec vous en France, qui était typiquement de votre famille? Alors, d'abord, l'attachement à la famille. Je leur téléphonais avec des pièces tout le temps. Je dis, même si c'était bref, je dis pas, tout va bien, ça va, et vous, ça va, et puis je raccrochais. Et ce que j'ai ramené, c'est peut-être cette envie de leur faire, de pas décevoir ma famille. Nous n'étions pas des rebelles. Aujourd'hui, je vois mes propres enfants, il y a d'abord un sentiment de rébellion et de refus chez eux. Moi, non, mes parents, je leur obéissais. Alors, par exemple, l'autre jour, je discutais avec une de mes filles qui a maintenant 15 ans, je discutais et puis je me suis rendu compte, je me dis, mais jamais mes parents n'auraient discuté avec moi parce qu'on devait prendre une décision de changer de lycée, etc. Je discutais avec elle démocratiquement. Et je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Dossier 2, page 29. Activités 5 et 6. Chercher l'accord parfait sans jamais le trouver. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui une image de couple idéal? Il me semble qu'il y a quelques décennies, elle était assez classique et commune à tous. Aujourd'hui, il me semble que chacun a des attentes différentes. Oui, non? Je dirais que le point commun peut-être, c'est cette insistance plus grande que par le passé sur la fonction du couple pour la réalisation personnelle. L'idée que le couple ne fait sens que s'il permet à un individu ou aux deux conjoints de se réaliser dans leur vie. Dans les couples de nos parents ou de nos grands-parents, on se mettait certes en couple parce qu'on s'aimait, mais ça participait à une sorte de destin social, un destin collectif. Il fallait passer par là, avoir des enfants, se marier sans trop se poser de questions sur la suite. Actuellement, le mouvement s'est inversé. On reste convaincu de l'utilité du couple, de la nécessité du couple, mais cette nécessité, elle est rapportée à une trajectoire personnelle qui s'individualise de plus en plus, donc qui devient de plus en plus propre à un individu particulier, avec son rythme professionnel, son rythme sentimental propre. Et donc, de ce point de vue-là, le couple dépend, plus que par le passé sans doute, d'une orientation de projet. Du point de vue sociologique, les couples qui semblent mieux marcher que les autres, alors à nouveau, il ne s'agit pas d'être déterministe, il n'y a pas une recette parfaite qui vous indiquerait que vous avez 100% de chance de rater ou de réussir votre couple. C'est ceux qui insistent sur le fait que les individus doivent en quelque sorte un peu s'effacer par rapport à une dynamique collective, que l'idée d'être ensemble, de faire des choses ensemble, d'avoir des intérêts communs, de faire passer le groupe, la famille, les enfants, avant ce développement individuel, personnel dont nous venons de parler, constitue une valeur dominante. C'est ce que nous avons appelé avec Jean Kellerhals et René Lévy les couples de style compagnonnage, qui sont des couples qui mettent vraiment l'accent sur la dimension collective de l'existence, également dans leur rapport avec les amis, avec la cité, avec la parenté. Cette idée qu'il y a un nous qui domine les intérêts individuels. Et on a remarqué que ces couples-là avaient une probabilité de survie un peu plus élevée que ceux où l'insistance sur l'individu aurait la primeur. Je souris parce que quand on préparait cette émission, je vous ai posé la question, je vous ai dit, est-ce que c'est une question, être en couple, c'est renoncer, ça vous a fait réagir, et en fait vous venez de me dire ça, c'est-à-dire que être en couple, c'est renoncer à une partie de soi. Être en couple, c'est se redéfinir pour se voir soi-même en tant que membre d'un groupe, finalement. Dossier 2, page 31. Activités 9 et 10.
Il inséra dans la mémoire de l'ordi médical toutes les données qu'il avait rassemblées. Ses sensations, ses rêves, les couleurs, les flaques d'eau, et attendit, anxieux, devant l'écran. L'ordinateur bourdonnait. Il ingurgitait une à une les informations paramétrées et cherchait dans sa mémoire virtuelle une réponse. Quelques minutes s'écoulèrent. La voix métallique de l'ordinateur s'éleva dans la pièce. « Recomposition visuelle des données. Attends ordre. » Paul tremblait légèrement. Il hésita, puis il appuya sur la touche de confirmation. L'écran se voila. De la neige apparut, puis une ombre se dessina, et un petit être, en pantalon court, les cheveux en bataille et arborant un large sourire, apparut sur l'écran. Interloqué, Paul demanda « Mais qui est-ce » ?« Un petit humain », répondit évasivement l'ordinateur. « Un nain ?»« Non, ce n'est pas un nain, mais un enfant. »« Un enfant » s'exclama Paul stupéfait. « Mais je n'en ai jamais entendu parler. Où trouve-t-on des enfants? Vivent-ils sur une planète sœur? Je veux les rencontrer, ils semblent si heureux. » Paul s'énervait car l'appareil ne lui répondait pas. Il semblait hésitant, cherchant une réponse à cette étrange question. La voix de Paul se fit plus impérieuse. « Doc, où se trouvent ces créatures? »« Elles n'existent pas. »« Pourquoi est-ce que je les vois? »« Paul, je ne suis qu'un ordi médical. Je ne suis pas programmé pour répondre à des questions hors normes.